La journée commence par une sortie parascolaire. Elle se termine par un affreux cauchemar. Les membres d'une famille et leurs amis collaboreront avec le FBI et la police pour retrouver une fillette disparue. On dispose bientôt d'un suspect, mais les témoignages contradictoires forceront les agents du FBI à se baser principalement sur des analyses criminalistiques pour faire condamner un prédateur. Quelques 10 millions de personnes de toutes origines et de revenus divers habitent la ville de Chicago en Illinois et ses banlieues avoisinantes. Tous ces gens sont venus s'établir ici pour tirer profit des avantages économiques et culturels qu'offre la métropole. C'était le cas d'une famille d'Elgin, une proche banlieue de Chicago. Vers 17h le 8 mai 1997, Wendy Howlett rentra chez elle avec son fils de 5 ans et sa fillette, Brittany Martinez, 11 ans, après avoir passé la journée à l'aquarium de la ville. Cette mère avait accompagné la classe de 5e année pour cette activité parascolaire à l'aquarium Shed. Ma fille était toute excitée de cette sortie à l'aquarium. 5 de ses copines nous accompagnaient. Elles ont eu beaucoup de plaisir. Elles ont particulièrement aimé les requins et les tortues. Nous avons mangé à l'extérieur, observé les bateaux et les avions qui passaient. Brittany a passé une merveilleuse journée. Brittany et ses copines avaient très envie de jouer dehors car c'était une des premières journées chaudes du printemps. Cette élève de 5e année était la plus vieille des enfants de Wendy, née d'un premier mariage. Pendant qu'elle se trouvait à l'étage avec son fils, Wendy entendit sa fille l'appeler de la rue. Elle demanda à sa mère la permission d'aller au parc tout près. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai dit « Non, non, ma chérie, il est trop tard », parce que je croyais qu'elle y serait avec une seule amie. Mais quand j'ai su qu'elles étaient 6, j'ai dit « Bon, d'accord, tu peux y aller, mais ne rentre pas après 18 heures. » Le parc n'était qu'à 2 pâtés de maison. Comme son fils était trop jeune pour l'accompagner, Wendy décida de l'emmener avec elle faire un tour chez sa tante Pam dans sa nouvelle maison. Pam vivait dans le même quartier, la promenade ne serait donc pas longue. En sortant, Wendy laissa un mot à Brittany, puis croisa son voisin du dessous. Elle lui dit que s'il voyait Brittany avant 18 heures, de lui dire de l'attendre en haut ou de venir les rejoindre chez sa tante Pam. Quand Wendy rentra à la maison 45 minutes plus tard, Brittany n'était pas là. Elle se dit qu'elle était sans doute encore avec ses amis au parc. Elle prépara quelque chose à manger pour son fils en attendant que son frère vienne la chercher pour la conduire à leur lieu de travail. Vers 18h20, Scott Howlett, son mari, rentra à son tour. Il s'occupait des enfants le soir quand Wendy travaillait. Cette dernière faisait l'entretien d'immeubles à temps partiel. J'ai dit « Je dois aller travailler, Brittany est au parc avec ses copines. » Il m'a regardé intrigué et m'a répondu « Mais non, c'est impossible, ses copines sont juste devant. » Le sang de Wendy ne fit qu'un tour. Elle regarda par la fenêtre et appela Brittany. Elles ont levé la tête et m'ont dit qu'elle était partie à bicyclette me rejoindre chez sa tante Pam. « Mais je suis ici, l'avez-vous vue depuis ?» Elles m'ont dit non. Les copines de Brittany déclarèrent qu'elles étaient rentrées du parc depuis un petit moment déjà. Wendy appela sa belle-sœur Pam. Hey Pam, have you seen Brittany? No, I seen her at the park. About half an hour ago. Mais celle-ci ne l'avait pas vue. La famille se mit alors à la recherche de la fillette. Ce n'était pas normal pour Brittany de ne pas m'appeler. Entre 18h et 18h30, je sais toujours où elle est. C'était exceptionnel que je ne sache pas où se trouvait ma fille. Et Brittany, de son côté, ne sortait jamais seule.
Dans quelques heures, il ferait noir. Mon mari est parti la chercher à pied en se disant qu'elle était peut-être encore au parc ou en route vers la maison de Pam. On ne savait pas. Mais à 20 heures, quand j'ai vu qu'on ne l'avait toujours pas retrouvée, d'instinct, j'ai tout de suite compris que quelque chose d'anormal était arrivé. Wendy appela le service d'urgence. On dépêcha immédiatement des unités du service de police d'Elgin. Le sergent Robert Beater était alors détective. Il sait par expérience que lorsque la police répond rapidement, on trouve généralement l'enfant sain et sauf. Et dès qu'on reçoit un coup de téléphone concernant un enfant disparu, on prend cela très au sérieux. On rencontre les gens qui nous ont appelés. Nous commençons toujours par fouiller la maison, au cas où l'enfant se serait caché sous un lit ou dans un placard. C'est déjà arrivé. Mais ce n'était pas le cas dans cette affaire. Wendy dit aux policiers que Britney portait un jean, un t-shirt bleu, des chaussettes jaunes et des chaussures de course blanches. Pour la police, la fillette pouvait n'avoir fait qu'une simple fugue. Ils ont commencé par me poser des questions sur ma fille et à me dire « Vous êtes certaine qu'elle n'est pas chez une de ses amies ?» Je leur ai répondu que ses amies étaient toutes là. Ensuite, ils m'ont demandé si elle ne pouvait pas avoir fait une fugue parce qu'elle était fâchée contre moi. Non, nous avons eu une belle journée avec ses amis et ce n'est pas du tout dans ses habitudes de s'absenter sans rien me dire. Les enquêteurs questionnèrent ensuite le voisin du dessous. Celui-ci déclara que Britney était revenue avec ses amis vers 17h50, soit 20 minutes avant le retour de Wendy de la maison de sa belle-sœur. Le voisin déclara qu'il avait transmis à Britney le message de sa mère, soit qu'elle pouvait l'attendre en haut ou venir la rejoindre chez sa tante Pam. Selon lui, Britney avait semblé contente à l'idée d'aller voir sa tante. Le voisin de 23 ans ajouta que 5 minutes plus tard, il avait entendu Britney de son appartement tenter de monter sa bicyclette du sous-sol. Il était sorti de chez lui pour lui donner un coup de main. Une fois rendue dans la rue, elle le remercia et est partie en direction de la maison de sa tante Pam. Le voisin ne l'avait pas revu par la suite. Pendant que la nouvelle de la disparition de Britney se propageait, d'autres policiers et des membres de la famille arrivèrent pour se joindre aux équipes de recherche. Vers 21h, le jeune frère de Wendy, Eddie Milka, gara sa voiture devant chez elle. Il était bouleversé. Il déclara à sa sœur qu'il avait aperçu Britney devant l'appartement vers 18h quand il s'était arrêté pour venir la chercher et la conduire à leur lieu de travail. Quand il avait appris que Wendy n'était pas là, il était reparti seul. Milka annonça à sa sœur qu'il s'en allait au parc pour tenter d'y trouver Britney. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient à poser des questions aux voisins en espérant que quelqu'un aurait aperçu quelque chose et leur fournirait une piste. Mais personne d'autre n'avait vu la fillette de 11 ans depuis qu'elle était partie à vélo. Les voisins n'avaient rien vu d'inhabituel dans le quartier. C'était une journée magnifique et les enfants jouaient dehors. Il n'y avait aucun indice de quelque enlèvement. Nous étions très inquiets. Les équipes de recherche se dispersèrent en éventail pour couvrir toutes les directions dans lesquelles la fillette avait pu aller. On commença par le parc où Britney et ses amis étaient allés jouer. Un hélicoptère se joignit aux recherches. D'autres volontaires fouillèrent les bennes à ordures et les ruelles du secteur. Britney et sa bicyclette semblaient s'être volatilisées. Au cours de la nuit, les membres de l'équipe de recherche revinrent sur leurs pas, inquiets et découragés. Wendy était restée à la maison d'où elle espérait toujours avoir des nouvelles de sa fillette. Quand on lui apprit que les 6 heures de recherche n'avaient rien donné, elle craqua sous la pression. Elle était contrariée, très émue et très inquiète. Elle ne savait plus quoi faire, où aller.
Nous avons tenté de la rassurer en lui disant que nous faisions l'impossible, que nous n'allions pas abandonner, que nous allions chercher et chercher encore jusqu'à ce qu'on la retrouve. À nouveau, les enquêteurs se mirent à fouiller l'intérieur de l'immeuble pour tenter d'y trouver des indices. Dans le sous-sol, ils furent surpris de trouver la bicyclette de Britney. Elle n'était pas attachée avec un cadenas, contrairement aux habitudes de la fillette. Ce vélo était ce qu'elle aimait le plus. Le voisin déclara à la police qu'il n'avait pas vu Britney revenir. Les enquêteurs croyaient que la bicyclette avait dû être de retour avant 18h20, moment où Scott Howlett, le beau-père de Britney, était rentré à la maison. Ils questionnèrent à nouveau les membres de la famille et les amis avec l'espoir d'obtenir enfin quelque chose. Les parents de Wendy vivaient à seulement quelques kilomètres avec leur fils de 20 ans, Eddie Milka. Personne n'avait vu Britney, sauf Eddie, qui l'avait aperçue vers 18h. La famille croyait qu'Eddie était la dernière personne à l'avoir vue. Nous désirions lui demander si Britney lui avait laissé entendre quelque chose à propos de l'endroit où elle allait. Peut-être l'avait-il lui déposé quelque part. Bref, avait-il autre chose à nous dire? Eddie Milka semblait fatigué, mais les détectives désiraient obtenir sa déposition pendant que ses souvenirs étaient encore frais à sa mémoire. Quand un policier lui proposa de le conduire au poste de police, l'oncle de la fillette s'en offensa. Il a hurlé « Pourquoi pensez-vous que c'est moi qui ai enlevé Britney ?» Nous avons été surpris car ce n'est pas une réaction habituelle. Nous ne l'accusions pas, nous désirions simplement qu'il nous aide. Malgré l'heure tardive, Eddie accepta finalement de parler aux enquêteurs au poste de police. Il se dit prêt à tout pour aider les enquêteurs à retrouver Britney. Il permet aussi aux policiers de fouiller la voiture qu'il conduisait pour écarter tout doute possible à son sujet. Dans ce genre d'enquête, on jette un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un détail qui pourrait capter notre attention. Quelque chose, par exemple, qui rappellerait les vêtements de la fillette au moment de sa disparition. On ne s'attendait pas à en trouver, bien entendu, mais nous ne devions rien écarter. Il y avait une corbeille à papier à l'arrière de la voiture et un aspirateur dans le coffre. Cela ne nous a pas étonnés, parce que Wendy nous avait dit qu'Eddie et elle faisaient l'entretien de bureau le soir. Eddie accompagna les enquêteurs au poste. Ces derniers espéraient qu'il pourrait leur fournir des pistes. Britney Martinez était là, quelque part, et l'on ignorait si elle était encore en vie ou morte. Le 9 mai 1997, à l'aube, Britney Martinez, la fillette de 11 ans de Wendy Howlett, avait maintenant disparu depuis près de 11 heures. Malgré d'importantes recherches et des interrogatoires tout au long de la nuit, on n'avait pas encore retrouvé l'enfant. Désespérée, Wendy demanda alors l'aide de la population. Nous avons appelé l'organisme de Polyclass. Les responsables nous ont fait parvenir la liste des procédures à suivre pour faire diffuser sa photo sur un site Internet dédié aux enfants disparus. Nous avons aussi appelé les réseaux d'information pour leur demander de diffuser sa photo à la télévision et tenter de trouver quelqu'un qui l'aurait aperçu. Dès qu'une station de télé refusait, nous passions à la suivante. Dans les bulletins de nouvelles de plusieurs chaînes de Chicago, on demanda au public de se tenir aux aguets et d'alerter la police si l'on apercevait la fillette de 11 ans aux cheveux bruns. Les autorités établirent une ligne téléphonique où l'on pouvait appeler en tout temps. Comme le reste de la population, le détective Robert Beater de la police d'Elgin était secoué par cette affaire. Cette enquête était particulièrement difficile parce qu'elle impliquait une jeune enfant. Elle n'avait que 11 ans et mon fils avait alors le même âge. Je ne pouvais faire autrement que de m'identifier à la situation. Dans ce genre de cas, on retrouve rapidement l'enfant 99 fois sur 100. Mais plus le temps passait, plus ça devenait épuisant d'essayer de savoir où cet enfant pouvait bien être.
Dans une véritable course contre la montre, les détectives se tournèrent vers le jeune oncle de Britney, Eddie Milka, pour lui demander de l'aide, malgré qu'il soit demeuré debout toute la nuit. Ils lui demandèrent de leur décrire en détail ce dont il se souvenait de la dernière fois où il avait vu sa nièce. Il déclara que vers 18 h, il était arrivé chez Wendy pour venir la chercher. Celle-ci devait l'aider à faire l'entretien d'un immeuble ce soir-là. Eddie se rappelait avoir aperçu sa nièce dehors avec son vélo. Il lui demanda où se trouvait sa mère. Britney lui répondit qu'elle n'était pas là. Comme Eddie ne pouvait attendre, il lui dit au revoir, la serra dans ses bras et repartit vers 18 h 15. Il ajouta qu'il ne se rappelait plus si Britney avait alors rentré sa bicyclette. Vers 18 h 45, Eddie s'arrêta dans une épicerie pour s'acheter des cigarettes. Il resta ensuite à son lieu de travail jusqu'à 20 h 30. À 21 h, il apprit que Britney avait disparu. Cette nuit-là, il fit des recherches dans les 2 parcs où elle avait l'habitude de jouer, mais comme le reste de la famille, il ne la retrouva pas. Plus tard, il s'arrêta chez des amis avec lesquels il reconnut avoir fumé de la marijuana. Maintenant, il était épuisé et ne souhaitait qu'une chose, rentrer se coucher. À un moment donné, au cours de l'interrogatoire, il nous a dit « Écoutez, vous allez devoir me laisser partir parce que je ne peux plus rien vous dire. Je suis fatigué et je veux rentrer chez moi. » C'était à la fin d'un interrogatoire de 3 heures. Comme nous n'avions aucune raison de le garder plus longtemps, nous l'avons raccompagné chez lui. Le temps était le pire ennemi des policiers d'Elgin. Aussi entrèrent-ils en contact avec le bureau du FBI de Chicago. Par expérience, l'agent spécial Beth Mullarkey savait que si l'on ne retrouvait pas Britney au cours des 24 premières heures, ses chances de survie étaient minces. Les premières heures sont cruciales. Les gens des forces policières qui ont travaillé sur des cas comme celui-ci savent trop bien que plus la disparition s'éternise, moins on a de chances de retrouver l'enfant en vie. Or, notre mission, c'est justement de retrouver l'enfant en vie. Le FBI offrit aux autorités d'Elgin l'aide de ses agents, ainsi que le service d'un système informatisé pour les aider à organiser, recouper les informations et à gérer les pistes. Ces ressources devinrent de plus en plus précieuses quand les appels se mirent à affluer. Le public nous a fourni des centaines de pistes par le biais de la ligne téléphonique dont nous avions donné le numéro dans les médias. Ces informations ont été classées et vérifiées. Nous avons aussi vérifié certains alibis. Les enquêteurs vérifièrent entre autres l'alibi d'Eddie Milka. Ils interrogèrent le président de l'entreprise où Milka devait aller faire le ménage la veille. Le président déclara qu'il avait travaillé tard ce soir-là, mais qu'il n'avait vu personne d'autre dans l'immeuble. En partant à 20 h 15, seule sa voiture se trouvait encore dans le stationnement. Les enquêteurs se rendirent ensuite à l'épicerie où Milka disait être allé acheter des cigarettes. Comme le commerce était équipé de caméras de surveillance, les détectives visionnèrent l'enregistrement du 8 mai entre 18 h et 20 h. Ils n'y virent à aucun moment l'oncle de Britney entrer dans le magasin. Eddie Milka avait donc menti. On a interrogé les autres membres de la famille. Tout ce qu'ils ont dit s'est avéré. Nous avons pu vérifier leurs allées et venues. D'autres personnes ont pu vérifier leurs déclarations. Mais tout ce que nous avait dit Eddie Milka était faux. Le fait que Milka ait menti ne prouvait pas qu'il avait commis un crime. De plus, ça ne mettait pas davantage les enquêteurs sur la piste de la fillette. Presque 24 heures s'étaient écoulées depuis la disparition de Britney. Les enquêteurs ne laissaient tomber aucune piste qui présentait un certain potentiel. À ce moment-là, nous recevions beaucoup d'informations par téléphone. Des citoyens nous appelaient et essayaient de nous aider. Certains croyaient avoir aperçu l'enfant. Beaucoup de gens de la région avaient cru voir Britney comme dans des restaurants, par exemple. Les policiers dépêchèrent des agents à tous ces endroits. Le public et les enquêteurs s'accrochaient à l'espoir que Britney était encore en vie. Mais chaque fois, les policiers étaient amèrement déçus. Les témoignages étaient contradictoires ou ils étaient impossibles à vérifier.
À la fin de la première journée, on dut commencer à se résoudre à penser que la fillette était peut-être morte. Dans la matinée du 10 mai, Wendy, la mère de Brittany, appela le détective Brian Gorkowski de la police d'Elgin pour lui dire que son frère, Eddie Milka, désirait s'entretenir de nouveau avec la police. Nous voulions interroger Eddie Milka encore une fois et qu'il vienne nous parler de son plein gré. Et s'il acceptait de le faire, nous comptions bien en profiter pour obtenir le maximum d'informations possibles sur ses antécédents. Nous étions donc très heureux en apprenant cette nouvelle. Selon Wendy Howlett, Eddie était un peu lent d'esprit. Il avait fréquenté une école spécialisée à cause de troubles d'apprentissage. Elle ne lui connaissait aucun ami, ni petit ami. Les enquêteurs rencontrèrent le jeune homme de 20 ans dans la salle d'interrogatoire des familles des victimes. Ils commencèrent par lui demander la raison de sa visite et ils furent bien satisfaits de sa réponse. Milka nous a dit qu'il nous avait menti. Et il nous l'a dit d'entrée de jeu, dès le début de la rencontre. Maintenant, il allait nous dire la vérité. Ça m'a ravi parce que ça me plaît toujours lorsqu'au début d'un interrogatoire, quelqu'un me dise qu'il a menti. Parce qu'à ce moment-là, je sais qu'on peut recommencer à zéro, que la vérité peut maintenant être mise sur la table. On peut enfin commencer à se parler pour de vrai. Il reconnut que lorsqu'il avait vu Brittany, il était sous l'effet de la marijuana. Il maintint toutefois qu'il l'avait laissée vers 18h15 devant l'immeuble où elle habitait. Milka déclara au détective qu'en arrivant à son lieu de travail, il avait aperçu la voiture de son patron. Comme il était sous l'effet de la drogue, il ne voulait pas que celui-ci le voie dans cet état. Il avait attendu à 20h15 avant d'entrer dans l'immeuble, au moment où son patron quittait les lieux. Les détectives savaient que cette version des faits était fausse. Nous avons contesté sa déclaration. On lui a dit « Tu n'étais pas à ton lieu de travail à 20h15 ». Nous le savons parce que le propriétaire nous a dit qu'il n'y avait personne dans l'immeuble quand il est parti. Milka nous a alors dit « Vous avez peut-être raison, je me suis trompé sur l'heure ». Mais Milka ne donna pas plus de précisions à ce sujet. S'il savait où se trouvait Brittany, il n'était guère disposé à le dire. Les enquêteurs essayèrent alors une autre tactique. Je lui ai alors demandé de visualiser Brittany puisqu'il était le dernier à l'avoir vue. Il a commencé par se fermer les yeux et il s'est frotté les tempes. Puis il a dit qu'elle se trouvait à Elgin. Ensuite, qu'elle était près d'Elgin et qu'elle était froide et mouillée. Il répétait ça sans cesse. Nous lui avons demandé si elle respirait, il nous a répondu que non. Nous lui avons demandé si elle saignait, il a dit « Non, elle ne saigne pas ». Milka demanda alors une cigarette. Il commença à arpenter la pièce, à marmonner et demanda au détective de noter par écrit ce qu'il s'apprêtait à leur dire. Milka déclara qu'il était en train d'avoir une vision. Brittany se trouvait dans une vieille voiture grise avec deux hommes buvant de la bière. Il voyait aussi des fermes, une route de terre, du gravier, des pierres et une crique. Il ajouta que les deux hommes l'avaient touché sur tout le corps. Et il n'avait pas fini. Après qu'il m'ait dit qu'il avait vu ces deux hommes faire des attouchements à Brittany, il a ajouté « Je sais qu'elle est morte. Je veux le dire à ma sœur. » Ensuite, il m'a saisi, m'a serré dans ses bras et s'est mis à sangloter. On demanda à Wendy Howlett de venir au poste. Quand elle vit que son frère avait pleuré, elle lui demanda ce qu'il voulait lui dire. Encore une fois, Eddie Milka modifia sa version des faits. Il m'a regardé et m'a dit « Je ne l'ai pas fait. Ces gens-là me mettent des choses dans la tête. Je veux simplement rentrer chez moi. Ils m'ont dit que Brittany était morte, mais elle vit toujours et on doit la retrouver. » Comme Milka n'avait jamais reconnu avoir commis un crime lors de sa vision, les policiers n'avaient rien pour le retenir. Wendy raccompagna son frère chez lui. Les enquêteurs interrogèrent ensuite les deux amis avec lesquels Milka avait déclaré avoir fumé de la marijuana le jour de la disparition de Brittany. Ils reconnurent qu'ils étaient en sa compagnie jusqu'à ce qu'ils partent pour aller travailler à 17h50.
Milka leur avait alors dit qu'il rentrerait à temps pour regarder le match des Bulls. Il était revenu vers 22h30 en pleurant et leur avait dit que sa nièce Britney avait disparu. Les trois hommes avaient alors bu quelques bières et regardé le match à la télévision. Eddie était parti à 1h du matin. Ses deux amis n'eurent rien à ajouter. Les enquêteurs n'avaient toujours aucune preuve de l'implication de Milka dans l'enlèvement de Britney, ni aucun indice sur l'endroit où elle pouvait être. Puis, le 7 mai 1997, soit 9 jours après la disparition de Britney, un couple en bateau sur la rivière Kishwaukee, à près de 30 km d'Elgin, fit alors une découverte macabre. Ils trouvèrent le corps d'une fillette échouée sur un banc de sable. Elle était nue de la tête à la taille et dans un état de décomposition avancé. Terrifié, le couple se rendit à la rive pour alerter la police. Le 17 mai 1997, 9 jours après qu'on eut signalé la disparition de la petite Britney Murphy d'Elgin en Illinois, on découvrit le corps d'une fillette à 30 km de là, à la rivière Kishwaukee. Le lieutenant Gene Laurie du bureau du shérif de McHenry County enquêta. Nous ne savions pas encore s'il s'agissait de Britney Martinez. En examinant les dossiers des personnes disparues dans notre secteur, je m'étais aperçu qu'aucune des femmes portées disparues n'était dans cette catégorie d'âge. Nous avons donc commencé à examiner les cas à l'extérieur de notre juridiction afin de trouver quelqu'un dont la description correspondrait à celle de cette victime. On appela les autorités d'Elgin et le FBI afin de déterminer si la victime pouvait bien être Britney. L'agent spécial Beth Mullarkey eut alors la conviction d'avoir enfin retrouvé la fillette. Pour ceux d'entre nous qui étaient impliqués dans l'enquête et connaissaient la description de Britney, son visage, la couleur de ses cheveux et les vêtements qu'elle portait lors de sa disparition, même si le corps retrouvé sur le banc de sable dans la rivière ne portait plus de T-shirt, tout le reste concordait avec le corps de Britney Martinez. Les cheveux sombres, le blue jean, les chaussettes et les chaussures de course. Il était impossible d'identifier la victime visuellement et de déterminer la cause de sa mort sans pratiquer l'autopsie. Les enquêteurs ne remarquèrent aucune blessure externe. Ils croyaient qu'elle avait sans doute été tuée ailleurs, puis jetée dans la rivière. L'atmosphère au sein de l'équipe d'enquête était assez sinistre. C'est tout à coup devenu très triste, parce que le fait de découvrir qu'on cherchait à résoudre le meurtre d'un enfant, et non plus une simple disparition, a changé complètement le ton de l'enquête. L'endroit où l'on avait découvert le corps ne manqua pas de retenir l'attention du détective Brian Gorkowski, car il ressemblait à l'endroit que lui avait décrit Eddie Milka. À cet endroit, la rivière Kishwaukee ressemblait davantage à un petit cours d'eau ou à un petit ruisseau qu'à une rivière. Il y avait des pierres, des chemins de terre dans le secteur et des fermes. Le paysage était le même que celui que m'avait décrit Eddie lors de sa visualisation. Afin de vérifier que la déposition de Milka n'était pas le seul fruit du hasard, les enquêteurs devaient maintenant se mettre à la recherche de liens entre ce lieu et leurs suspects. L'équipe de cueillette d'indices, composée d'experts judiciaires du FBI, fut appelée à travailler sur l'affaire. C'est cette unité qui a passé au peigne fin les débris du vol 103 de la Paname et ceux de l'attentat à la bombe d'Oklahoma City. L'équipe de cueillette d'indices est composée de professionnels hautement qualifiés et organisés qui savent comment mener des recherches sur une scène de crime. Comme cette affaire semblait être l'enquête sur un homicide, tous les indices seraient extrêmement importants. Les experts judiciaires prélevèrent des échantillons de terre, d'eau et de plantes, de même que des insectes qui avaient commencé à coloniser le cadavre. En se basant sur le degré de développement de ces larves, des entomologistes estimèrent que le moment du décès de Britney était survenu au plus tard le 9 mai à 14 h, soit le lendemain de sa disparition. Ce soir-là, Wendy Howlett pria pour qu'il ne s'agisse pas de sa fille. J'essayais de m'accrocher à l'espoir que ce n'était pas ma fille.
J'espérais qu'on découvrirait que c'était quelqu'un d'autre qu'elle, que ce n'était pas mon enfant, mais bien celui de quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, grâce aux radiographies dentaires de la victime, on confirma qu'il s'agissait bien de Brittany Martinez. Suite à un examen, un médecin légiste conclut qu'elle était morte par asphyxie. On retira 2 larges bandes de ruban adhésif sur son visage et sa bouche. Sur la joue, il y avait une grosse ecchymose au rebord dentelé. Pour les experts, cela ressemblait à une morsure. Le médecin légiste remarqua que la fermeture éclair de son jean n'était remontée qu'à la moitié et que ses sous-vêtements étaient à l'envers. Il découvrit 2 lacérations à son hymen. Il en conclut que cette fillette de 5e année avait été violée immédiatement avant ou au moment de sa mort. Il faudrait encore attendre quelques mois pour obtenir du laboratoire du FBI les résultats des analyses des vêtements et des échantillons de tissu de ses organes. L'agent spécial Mullarkey désirait obtenir une analyse approfondie. Je dois avouer que je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours après l'avoir vue dans un tel état et avoir compris l'ampleur des événements. Quant au détective Beater, il espérait que la découverte du corps de Brittany et de ses vêtements fournirait les indices nécessaires à l'arrestation de son meurtrier. À ce stade de l'enquête, il ne nous restait plus qu'à aviser la famille et vraiment commencer le travail en nous concentrant sur les indices que nous avions trouvés. Au cours des 11 jours précédents, Wendy Howlett avait nourri l'espoir que sa fillette était toujours en vie. Maintenant, ses espoirs étaient anéantis. Sa pire crainte était devenue réalité. Quand on vous annonce que c'est bien votre fille, c'est la pire émotion que l'on puisse ressentir. Je ne peux même pas vous décrire ma douleur. C'était ma seule fille. Je ne souhaite ça à personne, pas même à mon pire ennemi. Environ 1 heure après qu'on m'ait appris la nouvelle, je suis entrée dans sa chambre et j'ai commencé à tout briser. Mais là, ça m'a rendu encore plus à l'envers parce que je brisais ses affaires et que j'espérais encore qu'elle soit vivante, même si je savais bien que ce n'était pas le cas. Pourquoi le corps de Brittany avait-il échoué sur le sable dans cette rivière à près de 30 km de chez elle? Le lieutenant Jean Lowry demanda à sa mère si cet endroit représentait quelque chose pour elle. À ce moment-là, elle nous a dit qu'avant de prendre sa retraite, son père avait été un employé des chemins de fer de Milwaukee et que la famille avait fréquenté à plusieurs reprises le musée du rail à Union, en Illinois, tout près de l'endroit où l'on avait retrouvé le corps de Brittany Martinez. Eddie Milka avait lui aussi fréquenté cet endroit. Les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à prélever des échantillons de son sang, de sa salive et de ses cheveux. Ils les acheminèrent au laboratoire du FBI où des experts purent entamer les longues analyses d'ADN. Le profil génétique de Milka serait ensuite comparé à tout matériel génétique recueilli sur Brittany et ses vêtements. Un dentiste prit ensuite l'impression des dents de Milka. Les experts pensaient que le moulage pouvait fort bien correspondre à la trace de morsure sur la joue de la fillette. Le dentiste compara le moulage à une photo agrandie des traces de dents sur le visage de la victime. Il y avait des ressemblances. Mais la décomposition du corps avait déformé la blessure. Par conséquent, il était donc impossible pour le dentiste d'affirmer hors de tout doute qu'il s'agissait bien d'une blessure infligée par les dents de Milka. Les autorités ne disposaient toujours pas de preuves matérielles nécessaires à son arrestation. Ils obtinrent un mandat les autorisant à fouiller la Lincoln que Milka avait vraisemblablement utilisée pour conduire Brittany à la rivière. Les échantillons de terre prélevés à même les pneus ne permettaient pas de déterminer où la voiture avait pu aller. Les enquêteurs espéraient trouver quelque chose de plus intéressant à l'intérieur même du véhicule.
Parmi le fouillis sur le siège arrière, les agents trouvèrent un verre de carton provenant d'une chaîne de restaurants. Son couvercle était taché par ce qui semblait être du sang. On y trouva l'empreinte partielle de la paume de main d'Eddie Milka. On trouva aussi les empreintes de Britney, de même que celles de sa mère. À même les fibres de la moquette arrière, les experts trouvèrent de nouvelles taches rouges. Ils prélevèrent un échantillon de la moquette et du tissu de recouvrement des sièges. En tout, ils recueillirent plus de 140 indices et les envoyèrent au laboratoire du FBI, dont la quantité de dossiers à traiter ne faisait que s'accroître. Comme il faudrait au labo plusieurs mois pour effectuer les analyses, le lieutenant Lowry demanda aux parents de Britney si quelqu'un s'était déjà blessé dans la voiture. La grand-mère maternelle de Britney, Madame Milka, se souvenait d'un saignement donné de la fillette lors d'une sortie familiale. L'autre grand-mère de Britney déclara qu'elle était également présente ce jour-là, mais qu'elle ne se rappelait pas cet incident. Du côté de la famille Milka, on nous a dit qu'elle avait saigné du nez dans la voiture. Du côté de l'autre grand-mère, on nous a décrit une situation fort différente. Pour eux, il n'avait jamais été question de saignement de nez. Les membres des deux familles se liguaient les uns contre les autres. Pour les Milka, Eddie n'avait tout simplement pas pu tuer Britney. Le point le plus difficile de cette enquête, c'était le fait que le suspect faisait partie de la famille. Cela ne pouvait qu'engendrer des tensions au sein du groupe. Nous avons eu du mal à surmonter ces tensions parce que nous désirions avoir la coopération de la famille. Mais comment pouvait-on l'obtenir quand l'un des leurs était lui-même un suspect? Même si les preuves indirectes semblaient mener vers Eddie Milka, les témoignages contradictoires et l'absence de preuves matérielles formelles empêchaient les enquêteurs de faire accuser l'oncle de Britney du meurtre. Au début de décembre 1997, 6 mois et demi s'étaient écoulés depuis la découverte du corps de la petite Britney Martinez dans une rivière à 30 km de chez elle. Son oncle, Eddie Milka, était le suspect principal dans cette affaire. Il avait accepté de fournir des échantillons biologiques, même si sa famille le croyait innocent. En l'absence de preuves matérielles, il était difficile pour le FBI et les autorités locales de le faire accuser de meurtre. Les techniciens du laboratoire judiciaire du FBI à Washington avaient passé plusieurs mois à fouiller parmi les centaines de micro-indices recueillis au cours de l'enquête. Karen Lanning, une experte du service des micro-indices du FBI, avait examiné les vêtements de Britney et c'est elle qui coordonna les analyses. Les indices ont été examinés dans une pièce réservée à cet effet. On conserve les échantillons de la victime à l'écart de ceux du suspect. Et ceux de la scène du crime sont conservés dans une autre pièce de façon à éviter toute contamination. Lanning examina les chaussettes, les sous-vêtements et le jean de Britney. On brossa soigneusement les vêtements pour prélever tout cheveu ou toute fibre étrangère au vêtement lui-même. À l'intérieur du jean, l'experte découvrit une mince fibre de nylon, une fibre nettement différente du denim. Elle la compara à un échantillon connu de la moquette de la voiture de Milka. Les fibres étaient identiques. Lors de 4 analyses subséquentes, Lanning obtint les mêmes résultats. Pour les enquêteurs, cela signifiait que Britney s'était trouvée sans son jean dans la voiture de Milka. Autrement, comment la fibre de la moquette aurait-elle pu se retrouver à l'intérieur du vêtement? Mais ces résultats à eux seuls n'étaient pas assez concluants, puisqu'on retrouve couramment ce type de fibre dans de nombreuses voitures. Il m'était impossible d'affirmer que cette fibre provenait de cette voiture en particulier plutôt qu'une autre. S'il y avait eu 2 autos semblables d'impliqués dans cette affaire, je n'aurais pas su dire de laquelle la fibre provenait. Les enquêteurs espéraient trouver des preuves plus concluantes dans les indices qui restaient à analyser. Voici l'agent spécial Melissa Smurs, la directrice du service numéro 2 d'analyse mitochondriale de l'ADN au laboratoire du FBI.
Au moment de l'enquête, elle était technicienne en analyse sérologique et en analyse d'ADN nucléaire. Sa tâche consistait à identifier les fluides biologiques. Elle s'aperçut bien vite que les vêtements de Britney étaient trop contaminés pour être analysés. Quand on a retrouvé le corps de Britney, elle était morte depuis 9 jours. À cause de ce délai, son corps a commencé à se décomposer. Et les vêtements qu'elle avait alors sur elle portaient les traces de cette décomposition. L'experte se concentra donc sur les taches rouges trouvées sur le verre de carton et la moquette de la voiture de Milka. Elle constata qu'il s'agissait de sang humain. Par une analyse d'ADN, elle découvrirait bientôt l'identité de son propriétaire. Elle compara ensuite les échantillons d'ADN connus de Britney et d'Eddie Milka à celui du verre de carton. L'agence Mearns conclut que le sang dans la voiture provenait bien de Britney. La probabilité que quelqu'un d'autre ait laissé ses traces de sang n'était que d'1 sur 6,4 millions. Cela permit de faire émettre le mandat d'arrestation d'Eddie Milka. Le 18 décembre 1997, plus de 7 mois après la disparition de Britney, Eddie Milka fut accusé de meurtre, d'enlèvement et blessures et de l'agression sexuelle d'un enfant. Son arrestation surprit Wendy Howlett. Je n'ai pas seulement perdu ma fille, mais aussi mon frère pour un acte que je sais qu'il n'a pas commis. J'étais abasourdie, en état de choc, ça ne pouvait pas arriver. Ce cauchemar devait finir par finir. Pour protéger son frère, Wendy Howlett déclara qu'il était peu probable qu'Eddie se soit rendu en voiture à la rivière à McHenry County, puisqu'il n'avait jamais été à cet endroit auparavant. Elle précisa au lieutenant Gene Laurie que le musée du rail auquel Milka et elle étaient allés enfants n'était pas dans ce secteur, contrairement à ce qu'elle avait affirmé plus tôt. Pour une raison que j'ignore, Wendy s'est rétractée. Cela nous a obligés à l'interroger de nouveau et tenter de déterminer où elle se situait. Ces déclarations constituaient la clé entre McHenry County et le meurtre. James McAuliffe, du bureau du procureur de McHenry County, ne doutait pas que le procès à venir serait pénible. 2 des témoins clés, Wendy, la sœur d'Eddie, et sa mère, devaient témoigner en faveur du suspect. Nous avons dû empêcher de témoigner des personnes pour lesquelles nous ressentions pourtant beaucoup de compassion. Nous n'avions pas le choix parce qu'elles avaient trop souvent modifié leur version des faits. Par conséquent, nous avons dû attaquer nos propres témoins et les membres de cette famille qui avaient déjà subi une perte si douloureuse. Cela nous a rendu la tâche très pénible. Et c'était également très difficile pour les membres des familles Milka et Howlett qui ont témoigné. Le 21 avril 2000, soit près de 3 ans après la mort de Britney, l'affaire opposant l'État et Eddie Milka fut enfin portée devant les tribunaux. Plus de 50 témoins avaient été convoqués. Lors de leur plaidoyer, les procureurs donnèrent au jury leur reconstitution des faits. Ils croyaient qu'Eddie avait aidé Britney à ranger son vélo dans le sous-sol. Dans sa hâte, elle le laissa déverrouiller mais emporta avec elle le verre de carton qu'elle avait rapporté de sa sortie parascolaire. Il était déjà arrivé à Britney d'accompagner son oncle et sa mère sur leur lieu de travail. C'est ainsi qu'elle avait pu fournir sa part pour l'achat du vélo qu'elle aimait tant. Comme la voiture de son patron était garée devant le lieu de travail d'Eddie, ce dernier se rendit dans un bois. C'est à cet endroit, selon le procureur, qu'il aurait agressé sexuellement sa nièce et qu'il l'aurait étouffée. Ensuite, il aurait abandonné son corps dans la rivière Kishwaukee. Mais le jury ne fut pas convaincu de la culpabilité d'Eddie. Après délibération, le jury a déclaré Milka non coupable du meurtre au premier degré dont il était accusé. Pour les jurés, Milka n'avait pas tué sa nièce intentionnellement. Les membres du jury le trouvèrent toutefois coupable d'agression sexuelle. De nombreux enquêteurs, notamment le lieutenant Laurie, ont toujours éprouvé de la sympathie pour Wendy Howlett. Malheureusement, le verdict n'a pas apporté beaucoup de réconfort à sa famille. C'est une tragédie humaine. Il n'y a aucune autre façon de décrire ces événements. Comme père, je peux vous assurer que si je devais vivre une pareille épreuve, je n'y survivrais peut-être pas. J'ai donc beaucoup de compassion à l'égard de cette mère.
Edward Milka a été condamné à 75 ans d'emprisonnement au service correctionnel de l'Illinois. Son crime a divisé une famille. Lorsque la petite Britney est morte, personne n'a pu l'entendre crier. Mais grâce aux experts judiciaires du FBI, les dernières heures de la fillette ont pu être reconstituées et l'auteur du crime cité en justice.